va commencer donc ce webinaire qui s'intitule Comment l'IA enrichit-elle l'analyse de réputation des tiers? Et avant de commencer, je vais juste faire un petit rappel sur le sommaire. Donc, on va commencer par une introduction, une recontextualisation de la fonctionnalité qui va vous être présentée. Après, on va rentrer dans le détail du fonctionnement de ce module IA, puisqu'on parle donc d'un module IA. Et on finira par une démonstration avant de vous laisser la parole au travers d'une session de questions-réponses. Donc, toutes les questions et réponses pourront être traitées à la fin, mais vous pouvez bien entendu les renseigner au fil de l'eau, puisque vous avez en bas à droite, normalement, un onglet questions qui vous permet soit de renseigner les questions auxquelles nous répondrons à la fin. Il y a également l'onglet du chat et de temps en temps, durant ce webinaire, nous procéderons à quelques questions. Donc, n'hésitez pas à regarder, chercher l'onglet sondage qui se trouve normalement à côté de votre onglet questions, en bas à droite de l'écran, et qui vous permettra justement de répondre à ces différents sondages quand nous vous soumettrons des questions. Donc, pour commencer, en termes d'introduction, on va faire un premier tour de table. Et pour vous intégrer dans ce tour de table, justement, nous allons utiliser un premier sondage, une première question-réponse qui consiste à savoir, bien, aujourd'hui, dans votre organisation, est-ce qu'une solution digitale d'évaluation des tiers est en place ou pas? Et si oui, cette solution intègre-t-elle une fonctionnalité d'IA? Donc, l'idée, c'est vous avez 4 propositions. Oui, j'ai une solution digitale et elle intègre de l'IA. Non, elle n'intègre pas d'IA. Et non, je n'ai pas de solution et j'ai un projet en cours, ou non, je n'ai pas de solution, mais cette non-présence de solution correspond au profil de mon entreprise. Et donc, pendant que vous renseignez cette première session, ce premier sondage, je vais donner la parole à Mathieu Caligaro pour qu'il se présente et je me présenterai par la suite. Oui, donc bonjour à tous, Mathieu Caligaro, data scientist chez Elisphère au pôle innovation, et j'interviens à la fois sur des sujets liés au risque, mais aussi sur la compliance comme celui-ci. Et donc, moi, je suis Michel Afonso, je suis responsable des offres conformité au sein de la société donc Elisphère. Et donc, nous travaillons à définir, à construire des offres qui répondent aux enjeux des compliance officers et qui permettent de fournir des boîtes à outils pour mettre à disposition des outils nécessaires à l'évaluation des tiers sur les entreprises, des corporates, mais également des banques, assurances ou institutions publiques qui seraient assujetties à différentes réglementations. Donc, on va enchaîner. Et donc, la première question, c'est justement quand on a… Donc, l'IA est un sujet d'actualité depuis maintenant plusieurs années. Et l'idée de comment elle peut améliorer le travail et la productivité de nos équipes est au centre de notre démarche. Et donc, l'implémentation de l'IA est forcément au centre de nos réflexions. Et donc, pour introduire l'IA au sein de nos solutions, la première question et le premier niveau d'information, on est parti d'un constat de base, c'est que autant travailler sur un sujet qui présente un fort intérêt pour vous. Et donc, on est parti sur le fait que la recherche d'informations défavorables fait partie aujourd'hui intégrante de l'évaluation des tiers, dans le sens où elle fait consensus à la fois dans la pratique métier, donc des compliance officers, mais que l'on rencontre ou au travers des études que l'on peut lire, et également dans les attentes des superviseurs. Et donc, ici, on a un chiffre qui est issu d'une étude, d'une enquête qui avait été diligentée par l'AFA sur les solutions digitales. Et donc, à l'époque, donc c'était en 2024, 76,8% des répondants déclaraient collecter, dans le cadre des évaluations individuelles, de l'information défavorable, de l'information d'intégrité ou de l'information réputationnelle. Et à droite, vous avez 2 citations issues des recommandations de l'AFA ou de documents pédagogiques publiés a posteriori de ces recommandations, qui établissent comment et pourquoi faire de la recherche d'informations défavorables et pourquoi cela présente de l'intérêt dans le cadre de l'évaluation des tiers. Ensuite, une fois que ce postulat est donc de l'importance tant pour les régulateurs que pour les métiers de la compliance, de la recherche d'informations défavorables était établi, on s'est posé la question, mais au final, comment les compliance officers et comment au quotidien
on peut réaliser ces recherches d'informations défavorables. Aujourd'hui, il y a 3 sources qui peuvent être établies et qui sont utilisées communément par nos clients, nos prospects et par les informations qu'on a pu collecter sur le marché. C'est premièrement les bases dédiées. Donc, vous avez des prestataires, que ce soit Acuris, LSEG ou même Dow Jones, LexisNexis, tout un tas de prestataires qui éditent et mettent à disposition des bases dédiées de profils à risque. Alors, de profils à risque, généralement parce qu'ils font l'objet de sanctions internationales, qu'ils ont le statut de personnes politiquement exposées, mais aussi parce qu'ils font l'objet de presse négative et donc d'adverses médias. Et donc, c'est la première mécanique, première solution ou alternative qui est possible. La deuxième solution alternative possible, c'est un questionnaire envoyé directement au tiers, où vous allez demander à vos tiers est-ce qu'il a fait l'objet de presse négative ou de condamnation au sens de certaines lois qui vous intéressent. Et la dernière possibilité, c'est des recherches manuelles, des recherches Google ou des recherches Quant ou même Bing, selon les moteurs de recherche que vous souhaitez utiliser, qui permettent de sourcer naturellement en source ouverte. On parle également d'OSINT pour justement aller chercher directement l'information sur le web et voir quelle réputation présente votre tiers que vous êtes en train d'onboarder sur le web. Et le postulat ici qu'on a remarqué, c'est qu'aucune de ces solutions aujourd'hui ne répond totalement aux enjeux, puisqu'il y a toujours il y a 3 dimensions importantes, qui est la maîtrise du risque, le coût opérationnel et la traçabilité, la capacité à expliquer et à être auditable dans une démarche de conformité. Et ces 3 solutions présentent certes des avantages, mais aussi des limites, et aucune ne s'impose comme la solution qui répond à tous les enjeux que vous pouvez être amené à rencontrer sur le terrain. Et donc, nous, on s'est concentré pour ce module IA. Ça ne veut pas dire qu'on ne se concentre pas sur les autres dimensions, mais sur la recherche Google qui nous présentait, et on va voir pourquoi, un intérêt particulier dans ce cadre. Avant de voir les limites justement qu'on a pu identifier ou qu'on a pu recenser en matière de recherche Google, on va vous soumettre un autre sondage, donc une nouvelle question qui cette fois justement être en 2 parties. La première partie, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans les procédures que vous mettez en place d'évaluation des tiers, il y a plusieurs niveaux de profondeur? Et surtout, est-ce que dans si vous utilisez différents niveaux de profondeur d'analyse, est-ce que l'utilisation de sources de recherche réputationnelle différenciées est un des leviers qui justement construit ou définit ces différents niveaux de profondeur d'analyse? Donc, différents, vous avez différentes réponses selon que vous évaluez tous vos tiers avec le même profondeur d'analyse ou pas, ou est-ce que vous évaluez une partie de vos tiers avec différents niveaux de profondeur et surtout une variation des sources d'analyse réputationnelle au sein de ces niveaux de profondeur. Donc, je vous laisse répondre à cette question, mais justement, on va pouvoir ensuite, par la suite, répondre aux limites. Et ces limites, c'est à la fois des limites sur la recherche Google qu'on a identifiées, nous, de notre expérience ou de nos échanges avec vous quand on est en rendez-vous client ou quand on échange sur différents salons ou événements professionnels. Et donc, quand on parle de recherche réputationnelle, il y a premièrement l'importance du coût opérationnel. Dès qu'on est sur la recherche Google, notamment, c'est une recherche qui est chronophage, qui prend beaucoup de temps et qui a un coût opérationnel important. Et ça représentait l'une des limites les plus importantes dès qu'on en revient au traitement et à la mise en place de recherche Google, ou en tout cas, si on ne le fait pas sur Google, en source ouverte. Le deuxième, c'est l'équilibre impossible, c'est la capacité à trouver la bonne information, puisque c'est ça aussi qui est important, c'est être sûr de ne pas rater une information importante et y associer les bons niveaux d'effort. Et c'est pour ça que communément, nous, notre vision, c'est que la recherche Google est plus adaptée forcément au risque fort où elle a été précédée par une recherche sur des bases dédiées et on va chercher justement quand l'information sur la base dédiée n'a pas remonté d'informations défavorables, on va rajouter un niveau de vérification supplémentaire pour se rassurer et pour être sûr de ne pas louper d'informations importantes ou critiques.
L'autre point, c'est la reproductibilité. Donc justement, comme on est sur des tâches très unitaires, peu automatisées aujourd'hui, eh ben, il peut être compliqué à reproduire, à avoir une démarche homogène au sein d'une organisation, encore plus quand on a de nombreux utilisateurs qui sont intégrés ou acteurs du processus d'évaluation des tiers. Et enfin, il y a aussi des questions opérationnelles comme la langue, l'orthographe, peuvent être difficiles à gérer et qui peuvent aussi avoir un poids sur le coût opérationnel. Et donc, il est important de noter que parmi ces limites, eh bien, il y en a beaucoup qui avaient été identifiées et reprises dans le document de l'AFA, qui était le recueil de bases publiques, justement où la recherche Google était mentionnée comme une possibilité, mais ces limites-là étaient identifiées. Donc, justement, avec l'aune, avec l'émergence de nouvelles technologies, notamment les IA génératives, on s'est posé la question de est-ce que cette alternative, cette possibilité de recherche Google, de recherche d'informations défavorables en source ouverte, peut être améliorée, optimisée au travers de processus comme d'IA générative ou d'agents IA maintenant. Et donc, on a construit, et donc, justement, la question, encore une fois, un nouveau sondage qui peut vous être intéressé pour contextualiser l'intérêt pour cette démarche, c'est justement quelle est votre position, la position de votre organisation vis-à-vis des recherches Google. Les utilisez-vous aujourd'hui ou elles ne présentent donc la première question, c'est ça n'a pas d'intérêt et donc elles ne sont pas intégrées à votre processus d'évaluation. Vous l'avez déjà intégré et vous jugez le processus satisfaisant. Vous l'avez intégré, mais vous êtes en recherche de solutions pour l'industrialiser et l'optimiser. Ou en dernier ressort, ça a un intérêt, mais vous n'avez pas aujourd'hui intégré cette modalité parce que les solutions qui vous étaient proposées n'étaient pas satisfaisantes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Et en fait, on va voir du coup, basé sur ce constat du marché issu de différents canaux d'alimentation, on a essayé de construire une proposition de valeur qui se basait autour de 4 aspects. Donc l'idée était vraiment d'intégrer l'IA dans le cadre de la recherche d'informations défavorables en source ouverte et au travers de 3 dimensions de vous apporter 4 valeurs. La première valeur, c'est une valeur de vous apporter des informations défavorables nouvelles que vous n'aviez pas collectées via les modalités précédentes que vous utilisez dans votre processus d'évaluation. Donc, on est vraiment parti du use case où plutôt on est sur une information, un usage, un outil qui s'utilise en complément de recherche en base dédiée, voire en questionnaire, et qui va vous apporter un supplément d'informations critiques que les autres moyens n'auraient pas permis de repérer. Le deuxième, et c'est là où on a beaucoup travaillé, c'est un processus, un module ou des agents qui vous permettent de réduire la charge et la contrainte opérationnelle que fait peser sur vos équipes cette recherche en source ouverte. Le troisième, c'est un peu aussi proche du précédent, mais c'est surtout de l'intégrer directement dans l'outil digital. Ça aussi, c'est une dimension qui n'est pas forcément euh, travaillée précédemment. Et donc, l'idée, c'était comment cette recherche, une fois qu'elle est réalisée, on peut la réintégrer facilement et de manière fluide dans l'outil digital d'évaluation des tiers. Et enfin, et là, on parle plutôt au compliance officer, c'est comment on continue à maintenir, à garantir la traçabilité, la reproductibilité et l'auditabilité de la démarche pour avoir une démarche proportionnelle qui déploie l'approche par les risques et surtout qui conserve son explicabilité et son éditabilité au travers du temps. Donc voilà, c'était le cahier des charges sur lequel on voyait qu'il y avait de la valeur. Et donc, on a travaillé avec nos équipes techniques, avec nos data scientists, pour essayer de trouver des solutions techniques à l'aide de l'IA générative, mais pas que, pour répondre à ces enjeux. Oui. Merci Michel. Donc, tu as bien expliqué la proposition de valeur et je vais expliquer concrètement ce qui a été fait. Le principe de l'outil que nous avons développé pour répondre à ces problématiques tient en une phrase, il reproduit la démarche de l'analyste, c'est-à-dire chercher, analyser, trier, mais systématiquement dans toutes les langues utiles et en gardant trace de tout au sein de la plateforme. Ce que vous fournissez en entrée, finalement, c'est très simple, c'est le nom du tiers
éventuellement des noms alternatifs, le pays et les familles de risques qui vous intéressent. Donc, d'une part, devoir de vigilance, donc c'est-à-dire droits humains et environnement, et d'autre part, tout ce qui est lié à la corruption, c'est tout. On n'a pas besoin de paramétrage complexe ou de formation de plusieurs jours. Ce que vous récupérez en sortie, c'est une liste d'articles pertinents, chacun avec sa source, sa date, son résumé, et entre les 2, 3, 4 étapes que je vais vous détailler ici, parce que c'est là que se joue toute la qualité du résultat. Donc c'est ce qu'on voit, la démarche. On va regarder ensemble celle-ci. Première étape, on va chercher large. L'outil interroge le web, un peu comme une recherche Google, et la presse, exactement comme le ferait un analyste finalement. Le nom d'entreprise croisé avec des dizaines de mots-clés par thème de risque, choisis et perfectionnés par nos experts métiers, et ce, dans plusieurs langues paramétrables. Ce point des langues est décisif. Un incident chez un fournisseur brésilien, par exemple, sera relaté dans la presse brésilienne et donc en portugais. Donc une recherche uniquement en français ou en anglais, etc., risque de passer à côté. L'outil, lui, cherche dans les langues que vous avez définies pour chaque thème et dans la presse locale de l'entreprise étudiée. Donc, c'est couvert d'office. La deuxième étape, c'est lire vraiment. Lire vraiment, et c'est la vraie différence avec une recherche Google classique où un titre d'article peut être trompeur, il peut être alarmiste pour rien ou au contraire anodin alors que l'article est accablant pour l'entreprise finalement. Un analyste pourrait donc se faire avoir en ayant cette démarche, en voulant être rapide, par exemple. Là où l'outil ne se contente pas de lire des titres et des extraits, il ouvre chaque page, lit les contenus de l'article du début à la fin, et c'est sur cette base-là, c'est-à-dire le texte complet, que l'analyse se fait. À ce stade, on a donc pour chaque tiers des dizaines d'articles réellement lus dans plusieurs langues. Reste à savoir lesquels comptent vraiment, lesquels sont pertinents. C'est là qu'on passe à la troisième étape, c'est l'analyse et le tri. Pour chaque article, notre IA perfectionnée par nos soins se pose exactement la question que se poserait un analyste. Est-ce qu'on parle bien de cette entreprise? Est-ce que ce n'est pas un homonyme? Et la deuxième question, c'est est-ce que le risque recherché est bien le risque qu'on cherche à déterminer et que ce n'est pas un risque financier, par exemple, ou qui n'a rien à voir avec, par exemple, une alerte sur les droits humains, etc. Donc, si l'article est pertinent, l'IA en extrait l'essentiel et crée un résumé en français et en anglais. Donc, on n'a plus besoin de parler d'autres langues comme le portugais, le mandarin ou que sais-je pour exploiter la presse locale. Et la dernière étape est de trier et de livrer. On applique des règles de bon sens, les mêmes pour tous les tiers. Les articles de plus de 5 ans sont systématiquement écartés. On cherche des signaux actuels donc. D'autre part, les blogs et les réseaux sociaux sont exclus du résultat final. On garde les sources consultables et opposables, le tout étant classé. Résultat, au lieu de 30 onglets ouverts dans un navigateur, de manière très éparse, avec notre outil, vous recevez une liste propre d'articles datés, sourcés, résumés et classés par risque. Voyons maintenant ce que ça change concrètement pour chacun d'entre vous. Donc, commençons par les opérationnels. Je parle aux acheteurs, aux commerciaux, tous ceux pour qui la compliance est une étape obligée et pas un métier. Votre étape avec cet outil se résume finalement à 2 gestes. Le premier, c'est de donner le nom du tiers, et le deuxième, c'est de lire les résultats. Tout ce qui est entre les deux, les recherches dans plusieurs langues, la lecture de dizaines de pages, le tri, etc., vous ne le voyez jamais. Et le résultat que vous lisez, il est fait pour être lu rapidement. Des résumés en français, un thème associé. Finalement, en quelques minutes, vous savez s'il y a un signal ou non sur votre fournisseur. Vous ne lisez plus 30 pages dans différentes langues, vous lisez quelques résumés en français et vous pouvez passer à autre chose. La vérification d'un tiers cesse d'être une corvée qu'on repousse, elle devient un réflexe aussi simple qu'une recherche classique, mais avec la profondeur d'une vraie due diligence. D'autre part, pour les fonctions compliance maintenant,
Vos exigences sont de toute autre nature. Vous, ce qui vous importe, c'est la solidité de la démarche. Et pour cela, le premier point, c'est la traçabilité. Dans notre plateforme, chaque article retenu arrive avec son dossier complet, l'URL de la source, vérifiable en un clic, la date, les mots-clés qui l'ont fait sortir, le thème associé. Vous savez toujours pourquoi un article, pourquoi un URL a été remonté. Le deuxième point pour vous, c'est l'auditabilité, comme le disait Michel précédemment. L'outil compte tout, combien d'articles ont été étudiés, combien ont été retenus. Et ça aussi, quand finalement il ne trouve rien, on peut avoir des résultats vides du type on a étudié, je sais pas, 80, 100 articles et finalement zéro ont été retenus. Donc, c'est pour vous pas une absence de travail, mais la preuve documentée que la recherche a été menée jusqu'au bout. Et si vous faites auditer, finalement, ça change tout. Enfin, pour vous encore, c'est la reproductibilité qui est importante. Et notre outil utilise finalement une méthode qui est tout le temps la même pour tous les tiers, tous les jours, quel que soit l'opérateur. Et donc, les résultats ne dépendent pas de l'analyste qui a fait la recherche. C'est une démarche qui devient vraiment homogène et défendable. On va passer aux problèmes rencontrés. Oui. Nous allons parler rapidement des choix que nous avons faits au sein de la solution. Le premier sujet concerne les faux positifs. Donc, notre outil peut remonter des articles qui, après lecture, ne concernent pas totalement le tiers étudié ou pas vraiment le risque souhaité. On a calibré l'outil de la manière suivante. Dans le doute, un article est retenu, pas écarté. La machine va ratisser large, mais l'humain reste le dernier juge en cas de doute. Nous avons aussi fait ce choix car notre solution va en complément d'un criblage d'un partenaire type Acuris sur les risques faibles et modérés. Là, on se focus vraiment sur les risques forts, comme le précisait Michel précédemment, et on assume d'avoir quelques faux positifs, car ça se réduit à étudier les cas les plus risqués du portefeuille uniquement. Le deuxième sujet, c'est que le web n'est pas toujours lisible. On a certaines pages, certains sites qui sont derrière des paywalls inaccessibles ou protégés, ou voire vides même. Notre règle est simple, ce qu'on ne peut pas lire, on ne l'invente pas, donc on l'écarte. On préfère perdre un article à ce stade-là, lorsqu'on ne peut pas lire son contenu, que fabriquer une fausse certitude. Enfin, le troisième sujet, qui est lui lié plutôt aux homonymes, on peut avoir énormément de sociétés en France comme à l'étranger qui portent des noms similaires ou très proches. Et c'est pour ça qu'on vous demande dès le départ si vous avez quelques précisions quant au nom alternatif de la société, le pays, etc., afin que l'IA puisse vérifier article par article qu'on parle bien de votre tiers, celui qui vous importe. Ça ne supprime pas 100% du bruit, mais ça le réduit très fortement et le résidu est exactement ce qu'on souhaite, c'est-à-dire soumis à une relecture humaine à la fin pour corriger éventuellement les derniers doutes. Enfin, je vais vous parler de ce que l'outil est et ce que l'outil n'est pas. Premièrement, ce que l'outil n'est pas, c'est un verdict automatique, une décision prise à votre place. En revanche, ce qu'il est, c'est une veille à 360 degrés qui met sous vos yeux ce qu'un analyste aurait mis plusieurs heures à rassembler, avec en plus la démarche et la preuve de la démarche. Donc, pour créer cet outil, notre démarche a été très itérative, en étroite collaboration avec les experts métiers de la compliance chez Elisphère. Calibrer ce genre d'outil nécessite de grandes interactions entre le métier et la technique pour coller au mieux aux réels besoins du métier. Pour conclure, je donnerai 3 choses à retenir. Premièrement, c'est la réglementation. Le devoir de vigilance Sapin 2 demande une démarche démontrable. Notre outil a une démarche qui est démontrable. Deuxièmement, notre outil automatise toute la partie ingrate de cette démarche,
c'est-à-dire chercher, lire, résumer, cela dans toutes les langues nécessaires et surtout de façon identique pour tous les tiers. Et enfin, la troisième chose à retenir, c'est que l'humain reste au centre de la décision finale. La machine propose, mais finalement, c'est l'analyste qui a le dernier mot. Et, euh, et voilà pour ma partie. Et je vous remercie pour votre attention et je rends la main à Michel pour la partie démonstration. Donc, merci Mathieu. Donc, je vais vous faire rapidement une démonstration donc, de cet outil intégré directement dans notre solution métier d'évaluation des tiers. Et donc, je vais prendre, voilà, donc, euh, vous voyez donc normalement mon écran. Donc là, en fait, je suis déjà dans une évaluation que j'ai lancée donc, sur l'entreprise Zara, Zara France, j'ai pris un exemple. Donc vous voyez qu'il y a tous les classiques de l'évaluation avec le système de scoring, les différents indicateurs qui ont été faits à la fois sur une problématique d'intégrité et de devoir de vigilance, du risque pays, des incidents réputationnels qui ont peut-être été déjà collectés par ailleurs. Mais du coup, vous voyez que ça devient on a une corde supplémentaire, un outil supplémentaire, puisque le criblage IA, eh bien, il se présente ici sous la forme d'un bouton qui permet de lancer la prestation. Alors donc, elle ne se lance pas en temps réel. Hein. Ici, j'ai déjà fait l'exemple, mais elle se lance, elle peut mettre quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes s'il y a beaucoup d'articles à traiter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, l'information va venir se greffer, s'accoler en termes d'expérience utilisateur, bah, à côté, comme on le disait tout à l'heure, de toutes les alternatives. Donc, les informations qui auraient été renseignées issues du criblage que vous pourriez faire sur des bases type Acuris, LSEG et autres prestataires qui sont intégrés dans la plateforme. Vous avez de la source interne, donc ça serait des outils, des articles qui auraient été ajoutés directement par votre utilisateur parce qu'il les aurait trouvés par ailleurs. Il y a des remontées terrain et autres. Et enfin, il y a aussi des possibilités d'intégrer des informations via des questionnaires. Et donc, notre module IA, il intervient ici sur ce web. Vous avez encore une fois ici le bouton pour actualiser ou lancer la commande. Et donc, je peux cliquer ici. Et en fait, quand je clique sur le détail, je peux ouvrir dans un nouvel onglet pour avoir une fenêtre un peu plus grande. Voilà. J'ai ici, comme le disait Mathieu, les critères qui ont été renseignés en entrée, donc la date de la recherche, les thèmes. Donc ici, il n'y a que devoir de vigilance. Comme l'a dit Mathieu, il pourrait y avoir corruption et devoir de vigilance. Les raisons sociales, les noms qui ont été soumis, c'est-à-dire que vous pouvez en effet partir du nom connu par LSR qui est dans les registres, mais vous pourrez également utiliser les enseignes, les sigles ou éventuellement des noms que vous connaîtriez et qui sont plus à même de remonter les articles parce que l'entreprise est plus connue sur le marché via un nom qui n'est pas celui de sa raison sociale. Par exemple, SFR, aujourd'hui, c'est Société française de radiocommunication. Et j'ai plus de chances de récupérer des articles défavorables dans la presse en parlant d'SFR qu'en parlant de Société française de radiocommunication. Et donc les langues qui sont ici en français ou en anglais. Comme le disait Mathieu, vous voyez que notre recherche, elle a donné lieu à la lecture de 990 articles, c'est écrit ici en haut, et ils ont été classifiés en 17 dans les thèmes environnementaux et 38 dans le thème des droits humains. Et donc, vous retrouvez ici le détail de ces articles qui sont mis en deux listes, droits environnementaux et droits humains. Et à chaque fois, vous avez ici un curseur qui vous permet de prendre en compte ou pas cette information dans le score avec une règle simple, à partir du moment où au moins une information défavorable a été identifiée, l'impact sur le score est le même. Et donc ici, vous allez avoir plusieurs articles qui sont consignés avec les dates de l'article, le titre de l'article avec la source. Si vous cliquez ici, vous pouvez avoir le fameux résumé qui a été mentionné, qui est construit par l'IA et qui peut être en français ou en anglais selon la langue de paramétrage de la plateforme. Et vous pouvez, ici, vous avez le mot-clé, puisque comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, on travaille pour chaque thème sur une base de mots-clés qui peut aller de 1 à environ une trentaine de mots-clés par thème. Et donc, à chaque fois que ici, vous avez les mots-clés qui ont servi et qui ont généré le hit sur l'article. Et donc, vous pouvez ensuite cliquer sur le lien pour, si vous souhaitez aller plus loin que le résumé et lire l'article pour avoir beaucoup plus de détails et de compréhension sur ce qui l'en retourne. Et comme je le disais tout à l'heure aussi,
vous pouvez aussi à tout moment actualiser ou lancer la recherche. Et quand vous lancez la recherche, vous avez aussi un module qui est assez simple, qui vous demande de consigner est-ce que vous allez rechercher sur le thème, un ou deux thèmes, donc intégrité, devoir de vigilance. La raison sociale, donc Elisphère vous fournit toutes les raisons sociales par lesquelles elle connaît votre tiers que vous avez identifié précédemment dans le processus d'onboarding. Donc ici, vous voyez qu'on a la raison sociale Zara France et l'enseigne Zara, mais vous pouvez à tout moment ajouter une nouvelle enseigne, un nouveau nom, lancer une recherche sur plusieurs noms ou sur un seul, comme ce qui vous semble le plus à même de donner des résultats. Pareil, vous pouvez enfin définir, paramétrer le périmètre linguistique avec plusieurs langues à disposition qui vont du français à l'anglais en passant par l'espagnol, le portugais, mais aussi le chinois, le russe et l'hindi. Et donc, vous appuyez sur valider la recherche. Ici, il y a un bouton qui vous permet de lancer la recherche. Le résultat est en asynchrone, c'est-à-dire qu'il arrive quelques minutes après, mais vous avez une alerte dans la plateforme qui vous informe que, une notification plutôt, qui vous informe que le résultat a été fourni. Et ensuite, ça peut s'agencer avec toutes les règles de workflow parce qu'imaginons que, une information a été critique, a été identifiée, elle va faire passer le score à rouge et potentiellement déclencher les workflows de validation associés au contexte que vous avez défini. Donc, voilà de manière très synthétique et le plus rapide la démonstration de l'outil et donc des propos qui avaient été apportés par Mathieu. Ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions si vous en avez. On peut bien entendu ultérieurement vous présenter plus en détail ce module sur des cas pratiques avec vous lors d'un rendez-vous. Mais en attendant que les quelques questions peut-être qui se posent viennent, n'hésitez pas à les poser via l'onglet questions ou le chat. Je vais rapidement refaire un petit retour sur les quelques sondages qu'on vous a posés, puisque la première question que vous avez posée, c'était est-ce que vous disposez d'une solution digitale pour l'évaluation des tiers et est-ce qu'elle intègre de l'IA? Vous étiez à 33% à dire non, pas de solution digitale, mais une réflexion est en cours. 24% qui ont une solution digitale qui intègre l'IA. 24% qui également ont une solution digitale, mais celle-ci n'intègre pas de l'IA. Et il y avait 19% qui n'avaient pas de solution digitale, mais dont la situation actuelle convenait à leur approche par les risques et à leur contexte. Sur la deuxième question, nous avions, qui était votre procédure d'évaluation, intègre-t-elle différents niveaux de profondeur d'analyse et faites-vous varier vos sources de recherche réputationnelle. Vous étiez 40, un peu moins de 40%, 39% à analyser tous vos tiers avec la même profondeur d'analyse, 22% à analyser tous vos tiers avec différents niveaux de profondeur d'analyse et en faisant varier du coup les sources d'analyse réputationnelle, 17% qui analysent une partie des tiers avec différents niveaux de profondeur d'analyse et une variation des sources d'informations réputationnelles, 11% sur une partie des tiers avec la même profondeur d'analyse, 6% une partie de ces tiers avec différents profondeurs d'analyse, mais des sources d'analyse réputationnelle qui ne varient pas, et 6% des tiers avec tous les tiers analysés et différentes profondeurs d'analyse et les sources qui ne varient pas. Et enfin, le dernier point, c'était quelle réponse décrit le mieux votre position. Donc, vous étiez 45% à avoir déjà intégré la ressource réputationnelle en source ouverte à votre procédure d'évaluation, mais en recherche d'industrialisation et d'amélioration sur le process existant. 25% qui l'intègrent et qui ont de l'intérêt, mais ne l'ont pas intégré faute de solutions opérationnelles satisfaisantes. 15% pour lequel il n'y avait pas d'intérêt à intégrer ce type de source de recherche réputationnelle et 15% qui ont déjà intégré et qui étaient satisfaits de la méthodologie actuellement en vigueur. Et donc, on a une question qui est arrivée qui signifiait que signifiait la phrase Oui. erreur coûteuse, incident raté, article de trop. Ça, Donc ça là, oui, c'était vas-y, au Mathieu. sein d'une de mes slides. En fait, je pense que c'est pas un égal. C'était l'erreur coûteuse, c'est l'incident raté, pas l'article de trop. Donc, c'est-à-dire qu'on préfère, ça concernait les faux positifs. C'est dans la solution, on préfère remonter parfois des articles en trop qui devront être exclus par l'humain
plutôt que passer à côté d'un incident. Donc on a préféré calibrer l'outil de cette manière-là. Donc quitte à ce qu'il y en ait un petit peu trop, dans le doute, on les garde plutôt que les exclure. Ensuite, j'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas à remettre sur le chat si vous voulez Ouais. plus d'éclaircissement sur cette question, sur la réponse qui a été apportée par Mathieu. Est-ce que vous intégrez les sanctions économiques dans la partie compliance? Oui, tout à fait. On intègre bien la recherche ou la vérification des sanctions économiques dans la partie compliance, mais nous ne le faisons pas via une recherche web. On le fait via une recherche sur une base de partenaires que l'on intègre, de base dédiée, et qui vont faire du monitoring sur toutes les listes de sanctions qui font foi dans le monde entier, à savoir les listes of facts, les gels des avoirs et autres. Donc, on le fait, mais on ne le fait pas par le canal en recherche en source ouverte avec ce module IA. Est-il possible de faire des recherches sur des individus, bénéficiaires affectifs, managers, statutaires, opérationnels d'une entreprise? Alors, à date, non. C'est-à-dire que le module IA est plutôt sur les recherches personnes morales, mais bien entendu que dans le futur, on ouvrira cette possibilité. Là, on déploie et on voulait cadrer le besoin, mais bien entendu que ça présente de l'intérêt et que nous le ferons dès que possible. Mais sachez aussi que du coup, on permet on apporte plusieurs solutions pour identifier les bénéficiaires affectifs, les managers statutaires et opérationnels, que ce soit le questionnaire, l'interrogation de base, puisque l'ICR, c'est un peu aussi notre métier d'origine de fournir ce type d'informations. Et on conserve toujours la possibilité de faire le screening sur les bases dédiées, qui intègre lui-même en son sein de la recherche adverse média. Donc, il y a quand même un outil qui permet d'obtenir ces informations sur des individus. On a également une question sur existe-t-il un système d'alerte lorsque le niveau de risque du tiers change? Oui, tout à fait. Alors, la plateforme, bien entendu, elle va permettre d'actualiser certaines informations. Aujourd'hui, le module IA, le module IA qu'on vous a présenté, lui, s'actualise manuellement sur action utilisateur. Là encore, ça fait partie des évolutions fonctionnelles que nous apporterons par la suite sur identifier la meilleure manière de le faire et le meilleur timing pour lancer ces actualisations de recherche en source ouverte. Mais le module IA que l'on vous a montré aujourd'hui, en fait, ce sont des recherches one-shot, mais que vos utilisateurs peuvent actualiser quand ils le souhaitent. J'espère que j'ai répondu aux questions que vous aviez posées. Si vous souhaitiez plus d'éclaircissements, n'hésitez pas à le mentionner sur le chat ou n'hésitez pas aussi à poser de nouvelles questions si vous avez des éléments que vous souhaiteriez que l'on détaille ou que l'on approfondisse. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, nous restons à votre disposition, que ce soit à Elisphère, au travers ou si vous avez déjà un contact commercial, n'hésitez pas à lui poser des questions, à solliciter des réunions pour que l'on vous présente ces éléments ou pour qu'on puisse en discuter plus en détail et voir comment cela peut s'intégrer dans votre procédure d'évaluation des tiers ou dans le contexte de votre organisation, que ce soit le contexte IT ou différents contextes que vous souhaitez mettre en place. Nous restons à votre disposition via tous les canaux. On a également tous nos canaux de réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et nous resterons à votre disposition et vous apporterons tous les éclaircissements nécessaires. Très bonne journée à vous et nous restons à votre disposition encore une fois. Excellente journée à tous. Merci beaucoup.